Les machines, les fusées, ça attire quand même des jeunes, non? Ben moi, tu vois, moi, j'ai deux jeunes adultes. OK? J'en ai un de 18 ans et un de 21 ans. Puis ils sont intéressés par la technologie, mais comme des utilisateurs. Ça ne les intéresse pas de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Ton touchscreen, là, moi, là, dans mon temps, je parle comme si j'avais 70, là, mais un touchscreen, ça n'existait pas, ça. Tu sais, le fait d'être capable d'avoir une commande dans une patente électronique ou informatique, tu touches l'écran. Ça fait pas longtemps, ça, qu'on non. ça. Ça fait maximum Non, une quinzaine d'années. On prend pour acquis la technologie qu'on a actuellement comme si elle était en place depuis des décennies. L'iPhone a 10 ans, je pense qu'il y a 10 ans. Le touchscreen doit être à peu près au même moment. Puis on oublie à quel point tu sais, il y a plein d'affaires qui nous entourent. Je n'allais pas avec moi mon téléphone. Qu'on n'avait pas il n'y a pas longtemps. Mais là. comme je te disais, j'avais vu une photo à un moment donné sur mon fil de Facebook qui avait passé, puis il y avait quelqu'un qui avait pris le temps de mettre sur sa table de cuisine toutes les bidules qu'il y a dans un téléphone. Une caméra vidéo, une caméra photo, un enregistreur, un dictaphone, dans le temps, un Walkman, tu sais, là, pour écouter de la musique, un Walkman, un GPS, des tapes à mesurer, un agenda électronique, un niveau. Moi, j'ai un niveau, c'est à mon temps. Oui. Toutes ces affaires-là, il y avait tout mis ça sur une table. Puis tu dis ça, là, ça rentre. Mon téléphone, j'ai 128 gigs de mémoire. C'est un mini-ordinateur. Puis regarde, il y a ça, à Start, avec ça, il n'appelle plus ça un téléphone, il appelle ça un mobile. C'est même plus un téléphone, parce qu'il n'y a pas grand... Moi, mes gars, en tout cas, c'est bien rare. Quand je les appelle, ça les gosse. Il aimerait mieux que je les envoie un SMS à la place. Oui. C'est même plus un téléphone. Ça c'est le côté pernicieux, je trouve, que la technologie, c'est que ça déshumanise nos relations un peu. Tu sais, au lieu de s'appeler, là, pourquoi on va échanger 15 SMS quand, dans une conversation de 4-5 minutes, on aurait pu tout régler tout de suite? On peut s'écrire pour finaliser la patente, mais si on a affaire à négocier de quoi ou à se parler pour organiser quelque chose, pourquoi on ne peut plus s'appeler? Ça, je trouve ça spécial un peu. Tu sais, ça déshumanise les communications un petit peu. Moi, je trouve que les courriels, dans le temps, j'ai commencé à travailler avec des courriels, ça a job, là. Moi, ça me mettait en maudit parce que c'est la plus belle affaire, fait traîner à longueur, une affaire que tu ne veux pas régler. Mm-hmm. Fait que tu fais juste envoyer une partie de la réponse, puis là, t'attends. Là, le gars, il dit, ouais, OK, ouais, mais là, il t'a envoyé une question, tu y réponds. Il t'a envoyé une question. Tu peux faire ça longtemps, jouer au ping-pong de courriel. Là, oui, c'est clair. Tandis que si on s'appelle, là, on va se faire un meeting, puis dans 30 minutes, tout va être réglé. Ça, c'est le côté plate, je trouve, de la technologie. Oui. Un peu. Puis, tu sais, les choses changent vite aussi, de plus en plus vite. Mais ce que je trouve le fun, c'est de faire réaliser aux kids ou à des ados comment les choses qu'ils ont actuellement n'existaient pas il n'y a pas de ça longtemps. Puis qu'est-ce qu'on devait utiliser pour arriver à peu près aux mêmes fins. Oui. Je veux dire, eux autres, ça les impressionne beaucoup, beaucoup. Tu sais, un téléphone à roulette ou... une cabine téléphonique, un Walkman, une pagette. Ça fait pas si longtemps que ça, une pagette. C'est quoi cette affaire-là? Donner une pagette à un ado ici. Il faut que tu trouves un téléphone. Ben oui, mais gars, j'en ai un téléphone dans ma main, moi. T'sais? Mais ça, par exemple, ça, c'est le beau côté de la technologie, parce qu'il n'y a pas juste des côtés négatifs, là, on s'entend. Là. Ça, un téléphone, là, c'est un outil, ça. Un couteau, là, tu peux faire un super bon souper avec ça, puis tu peux tuer quelqu'un aussi. Hein. Mm-hmm. Tandis qu'un téléphone, c'est la même affaire. Tu peux faire des affaires complètement débiles avec ça. Ou tu peux mettre la chenoute dans la vie de quelqu'un avec aussi, si tu veux. Là, c'est toi qui décides c'est quoi t'en fais de l'outil. T'sais. Mais une des beautés, je trouve, d'Internet, parce que moi, tu sais, je n'ai pas 80, mais quand même, tu sais, j'ai quand même au-dessus de 50 ans. Fait que j'en ai plus de fait qui me restent d'après moi. T'sais. Fait qu'à un moment donné, tu tombes dans la philosophie un peu, là, tu commences à regarder en arrière, puis tu dis, j'ai vu des affaires. Puis je parlais de ça avec quelqu'un l'autre fois, tu sais. Je me sens privilégié d'avoir vécu l'époque que j'ai vécue parce que j'ai vu justement l'avancement de l'exploration spatiale en sciences, en technologie. J'ai vu la naissance d'Internet, moi. En 1980, il n'y en avait pas d'Internet. Moi, j'ai eu mon premier ordinateur rentrant au cégep en 1993. Il m'a coûté 3 000. Il y avait 64 megs. C'était incroyable. Il y avait 64 megs de disque dur puis 32 megs de mémoire. C'est incroyable. Okay? Puis l'année d'après, j'ai eu mon premier modem. Je me suis branché sur Internet. Moi, les premières fois que je suis allé sur Internet, c'était même pas chez nous. Il fallait que j'aille un café Internet à Granby. Mm-hmm. Okay? Ça a duré 6 mois. Après ça, je me suis acheté un modem 56K. Je l'ai configuré parce que j'étudiais en électronique. Là, ça roulait. Là, c'était une bombe là, à ce moment-là. Là, la boule de neige a grossi. Oui. Parce que c'est ça, je te disais que quand j'étais kid puis que je voulais avoir une information sur le programme spatial, j'avais pas bien grands avenues. J'avais la TV avec le prof Lebrun, là, tu sais. Oui. J'avais la bibliothèque municipale puis de mon école.
Tu pouvais écrire à la NASA puis t'envoyer un paquet de stock. Ah oui? Ah oui, même si t'étais un petit Canadien, il t'envoyait une enveloppe avec de la document en anglais, par exemple. Des dépliants, puis un paquet des de dépliants, des photos. Tu t'envoyais un paquet d'affaires. Mais là, à cette heure, là, avec Internet, là, moi, là, tu sais, on parlait des modèles réduits, là. Je pense comme en 97 ou 98, pour le fun, je suis allé au magasin d'Aubé où j'ai acheté mes modèles réduits quand j'avais 12-13 ans. Pardon. À Granby, c'est un petit magasin, c'est le principal à Granby. Fait que juste pour le fun, je passe en avant, on va aller voir. C'était le même propriétaire, il est encore là. Puis là, je jasais avec, puis ça, c'est le vaisseau de commande Apollo, là, cette affaire-là. Ça, c'est à l'échelle 1,72. Mais il y en a un beau, la compagnie Revell américaine, il en font un à l'échelle 1,32. Il est à peu près long de même. Fait que là, j'ai fait comme. Puis, tu sais, j'étais au cégep, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais célibataire, tu sais, j'avais bien du temps. Fait que je dis, on va être donc pour le fun. M'en bâtir un juste pour le kick. T'sais. Fait que je la jette. Puis là, j'embarque sur Internet parce que tant qu'à le bâtir, tu sais, souvent ces affaires-là, si tu suis le plan dans la boîte, il est beau, là, mais il n'est pas pareil comme le vrai. Moi, je voulais en avoir un pareil. Fait que j'embarque sur Internet. Mon homme, la mine d'informations qu'il y avait là-dessus. Puis ça, je pense qu'il faut avoir vécu avant Internet pour se rendre compte de ce qui est de précieux au bout des doigts de ton clavier. C'est incroyable, tu as accès à tout. C'est fou. Tu peux apprendre n'importe quoi. Ça, c'est un des aspects, je pense, que les jeunes prennent pour acquis. Tu as accès à tout. Tu peux suivre des cours sur le web. Tu peux devenir un expert dans quelque chose. Tu peux développer tes passions sur Internet, si tu veux. Puis communiquer avec du monde qui ont les mêmes passions aussi. Oui. Peu importe son où dans le monde. Bien, je sais pas, moi, je me donne un exemple. Comme je te parlais l'autre fois, là, à un moment donné, j'avais besoin de faire changer mes pattes de briques sur mon char. Fait que j'aurais pu aller au garage puis payer. Ou ben non, je sais pas, moi, si j'ai un mononcle, quelque chose comme ça, qui vienne m'aider. Mais moi, j'en ai pas de mononcle qui vienne m'aider. Il y a mon beau-père qui m'aide de temps en temps, mais il était peut-être encore en Floride, parce qu'il y a une maison en Floride. Puis, tu sais, j'étais pogné, là. Tu sais, c'était soit que j'aille au garage ou bien je me débrouille. Ben, j'étais allé sur YouTube, puis j'ai trouvé un tutoriel qui expliquait comment démonter le caliper. Tu sais, enlever la roue, je suis capable, mais tu sais, démonter le caliper, enlever les pads, mettre des nouveaux pads, de remonter le caliper, puis prendre mes breaks, puis tu sais, là, faire la job. Fait que là, je me suis installé tranquillement, un beau petit après-midi de printemps, là, puis avec mon laptop à côté de moi, puis là, je faisais pause, puis je faisais telle étape. Oui, puis là, je repartais, je faisais pause. Oui. Ben, j'ai démonté mes calipers, j'ai changé mes pattes de briques, je les ai remontées avec YouTube à côté de moi. Oui, c'est sûr. Tu sais, c'est comme, il faut juste être débrouillard un peu. Tu sais, puis être conscient que cherche au moins, essaye, avant de dire je suis pas capable, là, ou ben non, ça ne marchera pas. Non. Cherche un peu. Tu vas être capable de trouver. Puis si ça ne marche pas, mettons, si le tutoriel s'est passé, ben il y a des forums. Puis là, il y a plein, tu sais, les humains en général, moi je pense que les humains en général, on est bons. C'est de la manière qu'on est élevé des fois qu'on prend des drôles de tournants. Tu sais. Fait que tout le monde veut aider tout le monde. OK? Fait que si tu envoies sur un tutoriel de mécanique, mettons, puis tu dis, ben moi, j'ai un telle sorte d'achat, j'aimerais ça changer mes pattes de briques tout seul. Comment qu'on fait ça? Tu ne créeras pas ça, le nombre de réponses que tu vas avoir. C'est clair. C'est clair. Surtout quand c'est dans tes passions en plus. Ben, là, c'est partager de l'information avec tout le monde. Y a-tu des groupes Facebook sur l'astronautique là, québécois? Ça existe-tu? Québécois, je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment cherché. Parce que, tu sais, veux pas, Internet, c'est comme mondial. Hein? Oui. Fait que, on dirait qu'à cause que. Puis moi, je suis parfait bilingue. Fait qu'on dirait qu'à cause de tout ça, j'ai moins tendance à aller chercher en français. Oui. Parce que. Puis le programme spatial, même, m'a donné un exemple, le programme de la Station spatiale internationale, là, notre laboratoire qui est en orbite autour de la Terre, là, ça, c'est un programme international. Fait que veux pas, à un moment donné, même si tu as du monde qui vient du Japon, de l'Agence spatiale canadienne, la langue de travail, c'est l'anglais. Fait que c'est beaucoup plus facile de trouver de l'information en anglais. Si tu cherches, tu vas en trouver un peu en français, mais plus dur à trouver. Mais en termes de communauté, y a-t-il une communauté au Québec qui, des passionnés d'astronautique comme toi? Pas à ma connaissance. J'ai rencontré, il y a une couple de personnes que je connais qui sont des crinqués comme moi, là, puis qu'on est capable de discuter assez en détail au niveau technique. T'sais. Mais je te dirais, là, c'est 2 doigts de la main que je les connais. Là. C'est les 10 doigts de la main, 2 doigts de la main. C'est 10 doigts de la main. Tu sais, au niveau que moi, je fais là-dessus, là, il n'y en a pas beaucoup. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a des forums là-dessus. Puis je sais qu'il y a un groupe sur Facebook. Mais c'est drôle parce que j'ai jamais pris le temps de... Moi, je suis un weareux, tu sais, je vais voir des affaires. Tu sais, mais j'ai jamais pris le temps vraiment de feeder ça. Parce qu'on a tous des oreilles de malade, on a nos familles, nos amis, puis tout. Fait que, tu sais, t'installer sur un clavier puis écrire quelque chose, ça prend du temps quand même. Là. C'est clair.
C'est clair. Fait que, mais moi, ma contribution, c'est quand je trouve, mettons, un article intéressant, ou bien que j'ai une conférence qui s'en vient, ou que quelque chose que je pense qu'il vaut à peine d'être partagé, bien, je vais le partager sur ma page Facebook. Là, tu vas, en tout cas, on a commencé à en parler ensemble, là, on va commencer bientôt à avoir des shows, des événements qui vont être organisés avec des jeunes. On est en train de travailler, là, Sébastien est en train de travailler à avoir des gens d'entente avec les maisons des jeunes pour aller donner des formations là, les broadcaster, puis tout le kit. Là. Fait que moi, je pense que tu as un sujet, puis tu sais, je t'en ai parlé, là, tu me dis que c'est quelque chose qui serait le fun à faire peut-être ensemble avec les jeunes. Moi, je pense que c'est un sujet, l'astronautique, surtout présenté comme ça, là, voici ce qui se faisait avant, voici ce qui se fait maintenant, que les jeunes réalisent à quel point la technologie, elle a avancé. Je pense que c'est un sujet qui va les intéresser beaucoup. Les retombées du programme aussi, c'était bien intéressant. Les sautes de pompiers, en 1964 ou 65, les Américains ont perdu 3 astronautes d'un incendie d'un pad sur la fusée, tu n'as même pas décollé, là. Ils ont perdu 3 gars. Dans la mission Apollo? Oui, Apollo 1. Le premier test du module de commande en orbite terrestre, là, c'est la première version du module de commande. Ils ont eu des problèmes, puis le feu a pogné dans du filage en dessous des sièges, puis ils ont perdu les 3 astronautes. Okay? Suite à ça, il y a eu une enquête. C'était au décollage? Non. Même pendant un test, 2 semaines à peu près avant la date prévue de décollage. Oui. Puis on pourrait en parler en détail, mais on n'aura pas le temps là. Mais il y a le problème avec les jobs risqués, c'est que des fois, quand ça va bien, tu tombes complaisant un peu. Tu sais, tu t'assis sur tes lauriers, puis tu regardes, ça va bien notre affaire. T'sais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, là. Tu oublies la notion de danger. Là. La bébite de danger, elle vient te mordre dans le mollet, à un moment donné, pour te rappeler que, regarde, c'est dangereux, qu'est-ce que tu fais. C'est là, comme le parachute, même affaire. Même affaire. Même affaire. Ah oui. Moi, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit en parachute, il y a 2 sortes de parachutistes. Tu as des parachutistes téméraires, puis des vieux parachutistes. Mais tu n'as pas de vieux parachutistes téméraires. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit aussi, un autre de mes instructeurs, il m'avait dit, apprends par les erreurs des autres parce que tu ne vivras jamais assez vieux pour toutes les comètes. Wow. Fait que où je m'en allais avec ça? Là? En fait, on parlait des oui, puis on parlait tu étais en train de m'expliquer qu'il y avait eu un feu dans le module de commande. Il y a eu un feu dans le module de commande, puis ils ont tout reconstruit puis là, une des améliorations qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont trouvé un tissu fait à base de fibre de verre. C'est comme du fibre de verre tissé, ça s'appelle du Nomex. Aujourd'hui, les pompiers puis les pilotes de course, ils ont des sautes en Nomex. Oui, des cagoules aussi, je pense. Ça, c'est des retombées directes. La grosseur des appareils, exemple, une caméra de télévision. Moi, quand j'écoutais le Capitaine Bonhomme, quand j'avais 10 ans, là, ben, de temps en temps, tu spottais une caméra, c'était quasiment gros comme un frigidaire. Ben, pour être capable d'emmener ça dans une cabine d'Apollo, là, les premières caméras VHS qu'on a vues, c'était à peu près cette grosseur-là. C'est à peu près la grosseur, mettons, de deux boîtes de souliers, mettons. Fait que tu pognes de quoi qui est de la grosseur d'un frigidaire, quasiment, puis tu rapetisses ça, la grosseur de 2 boîtes de souliers. Un gros toaster, là, à 8 toasts. Exactement. Oui. Fait que c'est à peu près cette grosseur-là. C'est incroyable. Aujourd'hui, ça rentre dans un... Tu sais, je veux dire, je sais pas, il est où mon iPhone, là? Il y en a un là. Mademoiselle? Est-ce que vous pouvez me passer l'iPhone, s'il vous plaît? Merci. Juste me le passer. Juste le passer. Merci. Tu sais, aujourd'hui, ça rentre là-dedans. Ça rentre là-dedans. Moi, j'en ai un, là, il y a 128 gigs de mémoire. Pense 2 minutes, là. Tu me parlais de ça l'autre fois. Toute la mission, ou je sais pas trop, c'est 14 ou c'est quel Apollo qui se sont rendus sur la Lune? Ben, le premier, c'est Apollo 11. Ils sont allés avec 11, 12, 13. Tout le monde a vu le film. Ça n'a pas marché. Ils ont fait le tour de la Lune, ils sont venus. 14, 15, 16, 17. Parle-moi de la grosseur des ordinateurs qu'il y avait à ce moment-là, comparé à ça aujourd'hui. Il y a des gens qui ont de la misère à croire. La puissance des ordinateurs. C'est plus puissant que ça. Bon. Ça, c'est plus puissant, en fait. Dans un iPhone, tu vas avoir, mettons, 64 ou 128 gigs de mémoire de storage. OK? Pour storer du matériel. Dans l'ordinateur de bord du vaisseau Apollo, là, que ce soit le module lunaire ou le module de commande, parce que c'est comme en 2 parties. Là, le module de commande restait en orbite autour de la Lune, puis le module lunaire descendait. Alors juste pour ça, c'est ceux le qui ne connaissent de rien, commande. là, ou qui ne connaissent pas grand-chose, ça, c'était installé à l'envers dessus? C'était c'était caché dans le top de la fusée, dans une espèce de garage avec des panneaux là, qui se séparent. Ouais. Puis ça, c'était par-dessus, au décollage. Après que tu as rallumé le moteur, tu rentres en orbite autour de la Terre, puis tu rallumes le moteur. Ouais. Bon. Tu rouvres le garage, ça va virer de bord. Ça va connecte venir se plugger ici. sur le top. Il y en a 2 qui partent de là-dedans et qui s'en vont là-dedans. Mm-hmm. OK? Ben, une fois rendu en orbite lunaire, je te parle. Ils vont faire le voyage tous les 3 dans le module de commande. Une fois rendu en orbite lunaire, quand ils se préparent à descendre, là, il y en a 2 qui passent de là, qui rentrent là-dedans. Il y en a un qui reste là-dedans en orbite autour de la Lune, puis il attend les 2 autres.
Tu vas descendre avec ça sur la Lune. Puis une fois que tu es prêt à repartir, l'étage, tu as deux moteurs. Il y en a un ici, qui est le moteur de descente. Puis il y en a un en dessous de cette partie-là ici, qui est le moteur de remontée. Fait que ton étage d'en bas te sert de base de lancement pour l'étage du haut. Tu vas remonter en haut, tu vas aller juste avec cette partie-là, te reconnecter. Les deux remontent là-dedans, tu rallumes le moteur, puis on revient à la maison. OK, là, on s'entend sur une chose, là. Ouais. Pour faire toutes ces manœuvres-là, ouais. que ce soit décoller, 30 à quelque part autour de la Terre, ou partir de là, puis 30 sur la Lune, atterrir, redécoller, je dis, il faut le calcul, là, ça te prend un ordinateur pour faire ça. Oui. Mais là, on est limité là, en capacité. C'est ça. Puis les technologies de mémoire, tu n'as pas développé comme aujourd'hui. Les mémoires, on appelait ça des... comment ça s'appelait? Des core ropes. Je pense que c'est un tauron de fer. C'est comme un beigne en fer. OK? Puis tu peux l'énergiser avec du courant électrique, comme l'aimanter, si tu veux. Puis il y a d'autres fils que tu fais passer soit en dedans du beigne ou en dehors du beigne. Puis tu sais, en informatique, tout marche avec des 1 et des 0. On, off. Tu sais, on, c'est 1, puis off, c'est un 0. C'est ce qu'on appelle un système binaire. OK? Fait que un bit, c'est soit un 1 ou un 0. Okay? J'ouvre une parenthèse, Mike. Ouais. Hier, on a écouté le film Imitation Game. Oui. La machine Enigma, qui est une gigantesque machine. Là. Ouais. On parle en fait, on parle à peu près des mêmes choses là, en termes de bobine, plus de vieux que ça, parce bobinage. que là, on parle dans la Première Guerre. Dans la Deuxième Guerre. Oui, exact. On est des années, je pense que c'est des années 42-43. Oui, 42-43. Là. Ouais. Mais on parle à quelque part de la même genre de technologie. Je ne peux pas te dire, j'imagine que ça devait être des mémoires comme ça, mais je ne suis pas sûr. Parce que là, il y a une différence entre 42-43 et le début des années 60. Fait que la technologie s'était développée aussi. Je pense que dans ces années-là, c'était plus des relais. C'était des relais électromécaniques. Là. C'est genre un aimant que tu vas l'énergiser, puis là, ça va faire que tu as deux contacts en métal qui vont... C'est incroyable. Fait que ça, c'est un relais. T'sais. Mais moi, ce que je te parle dans l'ordinateur du vaisseau Apollo, c'est que tu as comme un beigne en fer, OK? Puis il y a une façon de l'énergiser. Je ne suis pas un expert là-dedans, là, mais quand tu l'énergises, tu as des fils qui passent en dedans ou en dehors. S'ils passent en dedans, c'est un 1. Si ton fil passe en dehors de ce petit beigne-là, c'est un 0. OK? Fait que dépendamment de la séquence ou de la configuration de ces petits beignes de fer-là, c'est ça qui va déterminer ton information, comment est-ce qu'elle est transmise. Le programme qui va être utilisé. Exactement. C'est ça que je te montrais, la photo. Il y avait des madames chez la compagnie Raytheon aux États-Unis qui fabriquaient les modules de mémoire de 32 K de mémoire. Pas 32 MB, pas 32 GB. 32 K. Ça, c'est 32 000 bits. 32K, c'est 32 000 bits. Attends, oui, 32 000 octets, excuse. 32 000 octets. OK. Un octet, c'est 8 bits. Si on veut y aller technique, là, je ne veux pas perdre personne, là, mais... Fait que tu as 32 000 octets. Puis, sauf que le programme, il est tissé bit par bit dans les petits beignes de fer. Tu as une plaquette avec des beignes de fer de fixer. Fait que là, tu as deux madames qui sont installées avec une espèce de rack, puis ils ont la plaquette en avant d'eux autres, il y en a une de chaque bord. Puis là, il y a une machine électromécanique avec une espèce de cercle. Puis ça dit, bon, ben regarde, le prochain passage de ton fil de cuivre, là, il va être ici. Fait que là, tu passes le fil de ce bord-là en dedans, ça c'est un 1. La prochaine passe, l'autre beigne à côté, c'est un 0. L'autre beigne à côté, c'est un 0. L'autre beigne, c'est un 1. Fait que les deux madames, ils sont assis en face de l'autre avec la plaquette de mémoire avec les beignes, puis ils tissent littéralement le programme dans la plaquette. Puis là, si c'est pas tissé dans le bon ordre, tu peux carrément faire... Tu essaieras de trouver le fil que tu t'es trompé. Le programme, il ne marche pas ou il marche tout croche. Tu prends la plaquette. D'après moi, là, j'en connais beaucoup, mais je n'ai jamais travaillé pour Raytheon. Mais d'après moi, la plaquette, tu n'as pas que tu foutre à la poubelle puis tu recommences. Parce que ça essaiera de retrouver, toi, le fil de ce que tu t'es planté. C'est peut-être faisable, mais moi, je me demande bien comment est-ce qu'ils pouvaient faire ça. D'après moi, là, c'est comme... Mais sauf que la machine qui contrôle l'espèce de trou qui te dit, là, tu passes ça dans le beigne-là ou dans le dehors ou en dedans, elle, il faut qu'elle soit sur la coche. Là. Parce qu'elle, la madame, tout ce qu'elle faisait, elle regarde le trou, puis mais la machine, elle me dit, j'envoie ça dans le milieu du beigne, je l'envoie dans le milieu, puis sinon, je l'envoie en dehors. T'sais. C'était vraiment programmé à la main, absolument. À la mitaine. Là. Ça, c'est vraiment vrai. Il n'y a pas de clavier. Que ça, c'était pas comme... tu ne passais pas une commande à un ordinateur avec ton clavier. Là. C'est à la main. Non, complètement à la main. OK. Ça veut dire que... Ça, je te passe en 1963-62 dans ce bout-là. OK. Fait que là, tu me parles de 32K. 32K de mémoire. De mémoire. Oui. C'était la mémoire de l'ordinateur de bord de... Ça, c'était la mémoire. Ça, c'est le programme, ce qu'on appelle... Aujourd'hui, on appellerait ça comme le firmware, si tu veux. Quand tu vois ton OS, là, l'équivalent de l'OS, tu vois.
puis il y avait 64 K de mémoire. Ça, c'est la mémoire effaçable, là. Ce que tu vas enregistrer, mettons, ta musique, tes affaires comme ça, c'est de la mémoire que tu peux écrire, puis lire, puis écrire dessus. Ouais. On appelle ça de la RAM, c'est Random Access Memory, là, de la RAM. Puis l'autre, le firmware, si tu veux, c'est un peu comme la ROM, c'est de la Read-Only Memory. Fait que tu peux juste lire. Ça, c'est comme le programme qui sert d'interface entre le matériel puis toi, là. Okay. C'est ça qui dit, bon, mais le matériel, quand telle commande passe, là, il faut que ça fasse le hardware, il faut qu'il fasse ça. Puis à 64K, ça représente quelle grosseur d'équipement à ce moment-là? Parce que les modules de 32K, il y en avait une coupe de stacké, mettons, là, dans ça va à peu près, peut-être un 8-10 pouces d'épais, puis 2 pieds par 1 pied. Incroyable. OK? Puis là, il y avait une interface avec un petit écran avec pas des écrans cristaux liquides, là, avec des LED, là, des affichages à 8 segments, comme on l'a déjà vu. Là. Mm-hmm. Puis ça s'appelait le DSKI. Le DSKI, c'est Display Keyboard. Display, en tout cas, c'est un autre, moi, je me souviens, puis je l'avais pris en note. Mais il appelait ça le DSKI, c'est DSKY. C'est comme l'interface de programmation. Parce que le programme, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire, ce qu'il faisait, c'est qu'il programmait, mettons, le programme de check-up avant de décoller. Après ça, quand il était prêt à décoller, il loadait manuellement. Il y avait des commandes à rentrer dans l'ordinateur. Et il loadait manuellement la partie du programme qui sert à décoller, la partie du programme qui sert à rentrer en orbite terrestre. Ouais! Attends un petit peu. Bien, là, la partie du programme qui sert quand tu es en orbite. Quand tu es prêt à rallumer le moteur et t'en aller à la Lune, parce que là, à un moment donné, tu rentres en orbite, tu es autour de la Terre à 17 500 000 à l'heure. Là, tu es en orbite. Okay? Si tu ralentis, tu vas redescendre. Si tu remontes ta vitesse, tu t'en vas. Okay? Ouais. Tu vas sortir. Fait que c'est un équilibre entre la vitesse et la gravité qui veut te ramener à 17 500 000 à l'heure. Tu me suis jusque-là? Ouais. Bon, si tu veux repartir, il faut que tu rallumes le moteur à la bonne place. Au bon moment. Au bon moment, à la bonne place, pour que quand tu vas te ramasser à un point précis, tu vas être rendu à peu près à 25 000 milles à l'heure. Là, excusez-moi pour les kilomètres, là, mais 25 000 milles à l'heure. Puis là, à ce point-là, tu vas battre, si tu veux, la gravité, puis tu pars en ligne droite, là. Ben, en ligne droite, là, avec une espèce d'orbite curvée un peu. Là. Mais là, on part. Là. On va trop vite. Là, on ne peut plus rester en orbite. Là, on s'en va à la Lune. Quand tu sors de la gravité, tu es catapulté aussi, hein? Ben, dans le sens où... Si tu veux, tu es catapulté. C'est une fronde, là, dans le temps, avec une roche. Là. Oui. Bon, mais là, quand tu es en orbite... Elle ne te retient plus, là, elle. Quand tu es en orbite, c'est comme si l'équilibre entre la vitesse de ta fronde et la corde qui te retient. Si tu lâches un bout de la corde, là, à un moment donné, là, tu pourras prendre la vitesse puis tu vas sortir. Ben, c'est la même affaire. Mais tout ça, c'est des calculs. C'est tout des calculs. Mais attends un peu. Ce que tu es en train de me dire, c'est que les astronautes, ils rentrent dans la fusée, là, ils rentrent dans le module de commande, là, ils s'assoient là-dedans, ils s'attachent. Ils sont assis sur une méga grosse bombe. Là, la job est déjà faite pour la préparation. C'est ça, j'allais dire. C'est comme là, OK, les boys, là, on vous aide à vous décoller, là, mais une fois là, que le feu va être pris là-dedans, ben vous autres, il faut vous reprogrammer l'ordinateur de vol en vol, probablement, pour la deuxième étape du vol. Là. Alors, toutes ces étapes-là, toutes ces séquences-là doivent être reprogrammées une fois que la séquence est terminée. Training. Il fallait qu'ils comprennent le fonctionnement de l'ordinateur puis apprendre à le programmer.